Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un visage qui ne vous est pas étranger, un visage que vous avez l'habitude de voir à travers les réseaux sociaux et même les télés. Il s'agit du professeur Bassam Tam, que je vous prie d'accueillir sous sa rénovation. Monsieur Tan, il est islamologue, professeur agrégé en lettres arabes, c'est bien ça, et géostratège. Il est aussi connu sous la casquette de spécialiste des questions internationales. Vous aurez l'occasion et surtout le plaisir ce soir de l'écouter, de l'entendre. Vers un nouvel ordre mondial. C'est le premier point et le titre de cette causerie. Pour moi, ce titre général peut être jumelé avec le point l'intervention de la Russie. En fait, s'il y a un nouvel ordre mondial, c'est grâce à l'intervention spectaculaire de la Russie, il y a de ça 5 mois, comme vous le savez. Donc venons à ce nouvel ordre mondial. Qui dit nouvel ordre mondial, c'est qu'il y a un ancien. Alors, quel était l'ancien ordre mondial? Ben, il remonte tout simplement à l'effondrement de l'Empire soviétique. Depuis l'effondrement de l'Empire soviétique, les États-Unis dominent le monde. Ils sont là partout. C'est le pays qui a une des économies les plus fortes au monde, des plus riches, l'armée la plus puissante du monde, hein, en nombre, en matériel, en formation, le nombre de flottes américaines un peu partout dans le monde. Donc, après cette main des États-Unis sur toute la politique internationale, pratiquement, voilà qu'apparaît Poutine avec plusieurs crises. Et à chaque fois, à chaque crise, il en sort vainqueur. Voyez-vous? Par exemple, l'histoire de l'Ukraine, on n'a rien pu faire. Il a revendiqué la Crimée, il l'a rattachée. Quelle était l'attitude européenne ou internationale? Rien. Mais la cerise sur le gâteau, comme on dit en français, c'est l'intervention en Syrie, où pour la première fois, dans un pays du Moyen-Orient, on déploie des S-400, des S-300. Alors pour vous rappeler, les S-400 ou S-300, c'est des missiles qui, par salve, peuvent abattre 12 avions en quelques secondes. Hein. Vous voyez là. Donc, c'est un peu un défi lancé aux États-Unis, à l'Europe et à l'OTAN et à tous leurs alliés dans la région. Vous voulez intervenir en Syrie? Allez-y, je suis là. Et on a vu que les Américains n'ont pas fait grand-chose. Ce qu'ils ont fait, c'est, j'en reparlerai, c'est dans la partie de Rmelen, le nord-est de la Syrie, où il y a des champs pétrolifères, ils ont réaménagé un vieil aéroport dans l'espoir peut-être d'en faire une base militaire et de montrer aux Russes qu'on est là. Et puis en fait, on a eu la solution ces derniers jours, c'est que les Américains sont d'accord avec les Russes. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'affrontement. Mais où est la force de Poutine? C'est qu'il était là, il était prêt, lui. Alors, on a vu la panoplie qu'il a déployée d'armes, n'est-ce pas? Les missiles stratégiques qu'il a lancés, les avions dernière génération, hein, bombardiers et chasseurs à la fois, hein. En plus, les B-52, enfin, ce qui correspond, c'est bombardiers stratégiques. Et puis, on a vu la supériorité technologique, je ne sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous, comment Poutine a réussi à installer tout ça en Syrie en un temps record, par où il est passé.
Est-ce qu'il a traversé l'espace turc? Est-ce qu'il y a eu brouillage? Vous voyez, ça reste quand même un grand mystère. C'est en quelques heures, il était là prêt à affronter les États-Unis, si jamais les États-Unis voulaient intervenir. Hein? Donc, ce nouvel ordre mondial aujourd'hui, c'est que on a abandonné le monde monopolaire, unipolaire, vers un monde bipolaire comme auparavant. Mais il faut ajouter à cela que durant tout ce temps-là, avant la crise syrienne et pendant, la Russie n'a eu de cesse de s'entendre avec la Chine, avec les pays du BRICS, vous voyez, et on a en ce moment 3 blocs, si je puis dire. On a les États-Unis, l'OTAN, l'Europe d'un côté, hein. On a de l'autre la Russie, la Chine, l'Iran, et les pays du BRICS. Et puis il y a eu des accords où ces 3 blocs, n'est-ce pas, de l'Est, ont signé des contrats, par exemple l'accord de Shanghai, c'est important. Et tout ça est très important pour une autre affaire, non seulement le déploiement militaire et le diktat russe, qui pour la première fois s'opposait aux différents diktats américains qu'on a connus durant la fin du siècle dernier. Hein. C'était les Américains qui menaient le jeu, hein, souvent. Hein. Vous faites ceci, vous faites pas cela, en Palestine, en Israël, et ainsi de suite. C'est pour que cet ordre mondial devienne encore, donne plus de poids au nouveau pôle qui vient de se créer, il faudra sans doute poser le problème du prix du pétrole et dans quelle monnaie le pétrole va être vendu. Pour le moment, la supériorité américaine et anglo-saxonne se traduit par le prix du pétrole qui forcément doit être le dollar. Et toute l'économie mondiale est tributaire du pétrole comme monnaie de référence pour le dollar. Vous ajoutez à cela, puisque j'ai parlé d'anglo-saxon, tout le rôle de la City de Londres dans les finances aussi. C'est-à-dire que si vous prenez la City de Londres avec la politique des États-Unis, et si ces deux décident d'asphyxier un pays au niveau monétaire et financier, ils en sont capables. C'était le cas pour l'Iran, voyez-vous, avec les sanctions. Bien qu'il y ait eu des jugements de tribunaux internationaux donnant raison à l'Iran concernant des dossiers banquiers, eh bien l'Iran n'a pas pu récupérer son argent gelé ou profiter, et vous voyez la puissance que ça a. Donc, vous pouvez remarquer avec moi que durant toute cette crise syrienne, la Chine a toujours mené une politique commune avec la Russie. Ils étaient toujours sur la même ligne. Dans le monde arabe, évidemment, on a vu apparaître des divergences, mais on peut dire que dans ce nouvel ordre mondial, les Arabes en sont absents. Ils n'ont aucun projet, sinon celui des pays du Golfe à la tête desquels il y a l'Arabie Saoudite, de mener une guerre contre le croissant chiite, en considérant que la tête du serpent, c'est toujours l'Iran, et il faut détruire l'Iran. Tout le rêve de ces pays-là, dans cette nouvelle configuration, c'est d'obtenir du Conseil de sécurité de l'OTAN ou de l'Occident une décision un peu internationale pour attaquer l'Iran. Échec.
ils n'ont pas réussi. Donc, dans cette Ligue arabe qui ne représente plus le peuple arabe ni les États arabes, puisque la Syrie en est exclue, c'est un pays fondateur, la présidence, n'est-ce pas, est tombée entre les mains du Qatar, un petit pays qui, au niveau de l'histoire, n'a pas des siècles, hein. C'est à peine quelques décennies, et qui pensait qu'avec l'argent, on pouvait acheter tout. C'était à l'époque, vous vous souvenez, le prince Hamad qui était le président de la Ligue arabe. Dans cette Ligue arabe, ceux qui rejoignent l'axe Moscou, Téhéran, Pékin et ce nouvel ensemble que j'ai décrit avec l'Afrique du Sud ou le Brésil, le BRICS, qui joue aussi beaucoup, et tous ces pays ne sont pas forcément pour les États-Unis, hein. Il y a l'Algérie. On a vu que l'Algérie avait toujours formulé des réserves contre les décisions de la Ligue arabe. Donc, dans ce nouvel ordre mondial, aujourd'hui, l'Europe a mal joué. Elle a mal joué parce qu'elle a toujours considéré l'OTAN comme un bouclier contre l'Est. Or, est-ce que ce bouclier a ses raisons d'être aujourd'hui, après l'effondrement de l'Empire soviétique? On se demande. Je reviendrai sur ce point quand je parlerai d'une manière plus détaillée sur l'OTAN. Donc, de l'autre côté, nous, face à ce nouvel ordre, on était mal placés et on a peut-être mal choisi. On a fait du suivisme. Si le président Mitterrand a suivi les États-Unis à un moment donné, le président Hollande l'a dépassé de loin, hein, parce que notre politique française, comparée à celle de De Gaulle, qui insistait sur la personnalité de la France et son autonomie dans les décisions, c'est rien du tout. Hein. Mais Mitterrand avait refusé d'aller en Serbie. Même il s'était porté contre les Américains, Mitterrand. Une fois. Une fois. Mais dans l'ensemble, concernant le monde arabe, l'Irak, il y a été, n'est-ce pas? Comme on est aujourd'hui sur le monde arabe et la Syrie. Donc, vous voyez, on peut dire aussi que Chirac a refusé d'aller en Irak, mais c'est une autre époque. Pour le moment, Hollande, si vous voulez, et toute la politique de Hollande, elle n'a rien de personnel, je dirais. Hein, c'est du suivisme qui... vous poserez toutes les questions après, si vous voulez. Alors, donc, ça s'est exprimé aussi par une expression d'hostilité même vis-à-vis de la Russie dans cette nouvelle configuration de l'ordre mondial, en refusant de vendre les 2 bâtiments de guerre. C'est les Mistral. C'était clair, quoi, que nous, on s'oppose à la Russie. Et on se demande pourquoi. Alors, ils ont évoqué le problème de l'Ukraine, mais même, si on reprend le dossier de l'Ukraine, vous vous souvenez, Fabius a quitté la capitale, est allé en Chine, et le lendemain, ça a éclaté. Donc, même sur ce point précis, la France n'était pas sérieuse dans sa manière de traiter le problème. Ou peut-être qu'elle était complice. Bon. Alors, donc, pour résumer ce premier point, le nouvel ordre mondial, c'est l'émergence de la Russie comme hyperpuissance militaire qui souffre économiquement, parce que pour le moment, l'économie russe est essentiellement fondée sur l'export du gaz et du pétrole, de l'énergie, essentiellement, je dis. Et là, on voit que la guerre continue avec un allié des États-Unis qui consiste à baisser le prix du pétrole pour asphyxier tous les pays qui s'opposent à la politique américaine, le Venezuela, la Russie, l'Iran, l'Algérie. Voilà, comme axe. Alors,
Maintenant, nous avons vu que cette intervention de la Russie a changé complètement la donne dans la guerre syrienne. Donc, venons au conflit syrien. C'est le deuxième point. Dans les médias français, pendant 5 ans, on nous a abreuvé de mensonges grossiers concernant toute la guerre de Syrie. On nous a vendu une fable de révolution à la française, entre guillemets, pour faire vibrer en nous la corde nationale, historique, que voilà un peuple qui se révolte contre un dictateur, un bourreau, il faut l'aider parce qu'on a raté le coche avec la Tunisie. Et là, comme Sarkozy s'est payé la Libye, pourquoi nous on va faire mieux? On va se payer la Syrie, qui est un pays beaucoup plus important que la Libye au niveau stratégique. Hein? Grave erreur. Parce que là, on se rend compte que les conseillers qui ont dû souffler ça à l'oreille du président de la République, est-ce qu'ils servaient les intérêts de la France? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils étaient téléguidés par d'autres? Je pense que oui. Est-ce qu'ils étaient nuls? C'est aussi très possible, parce que dans ce monde, beaucoup de nuls arrivent par, vous connaissez ça, hein? La meilleure preuve, c'est que, vous voyez, moi j'ai tous les titres français, hein? J'ai enseigné dans les institutions les plus célèbres de France, et pourtant je suis exclu de pouvoir m'exprimer dans les médias. Vous l'avez vu, hein? Bon, une parenthèse, non. Alors venons à ces mensonges sur la Syrie. On nous dit, tout a éclaté à Daraa. On a arraché les ongles à des petits. C'était une manifestation pacifique. Faux. Hein? Les premiers signes de contestation étaient partis. Je vous donne Banias, c'est une ville côtière dans le pays des Alaouites, où vous avez des sunnites, oui, appelant les choses par leur nom, qui se sont révoltés contre le pouvoir soi-disant alaouite. Alors là, permettez-moi, là, moi je ne peux pas échapper aux aperçus culturels quand on essaye d'expliquer la géopolitique. Ces alaouites, pourquoi ils sont tant détestés par certains sunnites? Je dis bien certains, qui peuvent être nombreux, ils sont détestés. Alors, en 2 mots, le pays des Alaouites, que nous avons occupé, nous Français, pendant le mandat, il y a eu des ouvrages, Le pays des Alaouites, c'est un ouvrage rare qui décrit des montagnes pauvres, et pendant, si vous voulez, des siècles, cette minorité chiite a été persécutée par la majorité sunnite à l'époque où les frontières n'existaient pas. C'est-à-dire, quelqu'un pouvait venir d'Égypte pour persécuter les Alaouites de Syrie. Pourquoi ce sont des hérétiques et qui ne sont pas sunnites. Un exemple tout simple, vous montez au XIIIe siècle, Ibn Taymiyyah, un théologien guerrier qui a levé une armée pour aller mater et massacrer les Alaouites. C'est historique ce que je vous dis. Donc, avant que le Baas n'arrive au pouvoir, que la France ne crée l'académie militaire de Homs, où ce Hafez al-Assad a passé un concours, il a été reçu major à la sortie de l'école comme pilote de guerre, acrobate. Voilà, c'est le père de Bachar el-Assad. Donc, cette population alaouite était surexploitée par des sunnites. C'est-à-dire, les jeunes filles allaient travailler au pair dans les autres provinces de Syrie pour vivre, tellement c'était pauvre. Voyez-vous? Et il y avait une tension entre les deux communautés. Un alaouite pouvait recevoir une poubelle sur la tête en passant sous un balcon à l'attaquer d'un immeuble habité majoritairement par des sunnites. Ce sont des faits
On ne peut pas en parler, évidemment, mais c'est là. Bon. Alors, aujourd'hui, on vous dit, oui, mais attention, les Alaouites ont tout pris en Syrie. Mais on peut inverser la question. Quand les Alaouites n'étaient pas au pouvoir, encore une parenthèse, hein, les Alaouites sont au pouvoir, mais pas uniquement. Mais ils sont au pouvoir. Avant, donc, est-ce que les sunnites n'avaient pas volé l'État, puisqu'ils étaient majoritaires? La réponse est positive. Vous voyez, la corruption n'est pas le propre du parti Baas et des Alaouites, voyez-vous. Et je vous donne un exemple tout bête. Hein. Moi, j'ai pu venir en France, j'ai eu une bourse. D'accord? À cause peut-être du gouvernement baathiste qui respectait. Hein. Les majors avaient droit à aller en bourse. Vous prenez avant que le Baas n'arrive au pouvoir, c'était le piston. Toutes les bourses étaient distribuées sans tenir compte de la valeur individuelle de chaque candidat. C'est des petits détails, mais c'est des gros détails quand même. C'est-à-dire, lancer la pierre contre les Alaouites, que c'est des corrompus, et que nous on a fait mieux et qu'on fera mieux, et c'est du n'importe quoi. Un autre exemple. Un jour à la télé, je discutais avec, soi-disant, l'ambassadeur de l'opposition syrienne. Il me dit, je vous retire votre nationalité syrienne. Je lui ai dit, attendez, qui êtes-vous pour me... Ça, c'est avant le débat en France. Hein. Il était prêt, le gars, à me déclarer, pas syrien, on vous retire la nationalité. Alors, je lui ai dit, vous n'êtes pas encore au pouvoir et vous retirez dans une émission de télé la nationalité. Qu'est-ce que ça va être quand vous allez être au pouvoir, alors? Hein, votre démocratie. C'est ça votre démocratie? Non. C'est pour vous dire que, évidemment, il y a eu kleptocratie, un terme un peu savant, quand le Baas est arrivé au pouvoir, que des minorités ont profité. Mais il ne pouvait pas gouverner le Baas sans des sunnites qui sont aussi dans le processus économique, qui travaillaient avec l'État, il fallait composer. Hein? Bien. Donc il y a une haine religieuse, vous voyez, contre ces chiites, parce que les Alaouites appartiennent à la famille chiite. Alors, il faut vous imaginer aussi au niveau psychologique un sunnite qui, pour lui, n'est-ce pas, la jeune fille alaouite, c'était une servante. Ah. C'était des fillettes de 12 ans qui étaient placées pour travailler dans des maisons sunnites ou chrétiennes pour vivre. Et voilà que l'un de cette communauté écrasée arrive au pouvoir. Et la capitale des Omeyyades sunnites, qui est Damas, la mosquée des Omeyyades, où on a insulté Ali, le cousin du prophète, pendant des générations, voilà que Nalawite vient prier en chef d'État dans la même mosquée. Symboliquement, si vous voulez, pour beaucoup de sunnites, c'était choquant. J'essaye de vous traduire un peu la situation vécue des uns et des autres. Il n'y avait pas simplement que peut-être des proches des Alaouites se sont mis plein les poches par des contrats internationaux d'usines, ce qui est vrai, mais c'est vrai aussi des sunnites. Vous voyez, la corruption n'est pas l'apanage d'une... Alors forcément, si vous êtes au pouvoir, il y a plus de chances que vous ayez la main mise sur le trésor de l'État. Hein? On a vu des exemples en France, mais je passe. Donc, alors, vous voyez là, dans cette guerre, voilà alors l'évolution. Pourquoi j'ai parlé des sunnites et des chiites? Dans cette ville Banias de la côte, il y a eu des gens qui ont crié l'Alaouiyé, fi tabout, le-Masihiyé, à Beyrouth. Les Alaouites dans le tabout c'est le cercueil, les chrétiens à Beyrouth. Et ça avant l'histoire de Daraa.
voyez-vous, c'est que, voilà ma lecture des choses, moi, dès qu'il y a eu la première flamme de printemps arabe en Tunisie, des cellules dormantes ont reçu de l'aide des pays du Golfe, des services étrangers, pour que la Syrie connaisse cette guerre civile. Alors vous me direz, M. Tahan, là, vous vous approchez des complotistes? Pas du tout. Si Dumas est complotiste, je le suis. Dumas a bien dit que bien avant l'éclatement de cette guerre syrienne, il a été à Londres et on lui a dit qu'on allait casser la Syrie. Oublions Dumas, on va se dire, prenons un autre son de cloche, Wesley Clark. Vous avez lu ses déclarations, entendu ses déclarations. En 2007, 2006, il va au ministère de la Défense, un employé l'appelle et lui dit, regarde cette liste, il y a 6 pays à détruire. Dans le lot, la Syrie y était. D'accord? Si on voit les réseaux sociaux, on se rend compte que juste avec les événements de Daraa et de Jisr al-Shughur au nord, qui est aussi au début, où on a massacré une centaine, il n'y a pas qu'une centaine des gens de l'armée ou des policiers qui ont été massacrés à Jisr al-Shughur dans le nord, mais un peu partout, l'armée, les médias officiels syriens cachaient le fait qu'il y avait des victimes dans les rangs des services de l'ordre, des gens qui tenaient les institutions syriennes officielles à Daraa. Ils se sont attaqués au tribunal, ils se sont attaqués au siège du parti. Vous voyez, tout ça a été camouflé parce que les Américains sont intervenus pour convaincre les Français de reconnaître le Conseil national syrien comme seul et unique représentant du peuple syrien. Pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas trouvé un Conseil national aux États-Unis? Il n'y avait pas, ils avaient quelques opposants, mais là, en France, on en avait plus, c'est plus proche de la Syrie, la tradition franco-syrienne est plus ancienne. Vous savez, Michel Aflaq, le fondateur du BAS, a fait ses études ici. Il a subi l'influence d'Emmanuel Mounier, un philosophe dont on ne parle plus. Il y a eu des réunions des étudiants arabes au début du siècle dernier à Paris qui revendiquaient l'indépendance contre les Ottomans. Vous voyez, il y a une tradition. Donc, on a noyauté ces gens-là et avec l'éveil des cellules dormantes, l'aide des services secrets de l'Occident, on a commencé à tirer sur les manifestants. C'est-à-dire, vous êtes manifestant pacifique, vous passez près d'un pont, hein, et il y a une autre manif qui soutient le pouvoir de l'autre côté. Mais sur le pont, hein, il y a des gens qui tirent sur les deux. Hein, et on a des vidéos qui le prouvent. Alors, évidemment, si vous dites ça à un Syrien de l'opposition, il vous dit oui, celui qui est sur le pont, c'est les services secrets syriens qui tiraient sur les deux pour montrer que je ne pense pas. Vous voyez? Parce que quel intérêt avait l'État de connaître vraiment ce bouillonnement, hein, qui risquait à la fin de mal se terminer? C'est ce qui est arrivé. Donc, on a reconnu le Conseil national syrien. C'était une équipe où il y a pas mal de nuls qui croyaient qu'en passant à la télé, en insultant le président, on est devenu opposant et homme politique. Vous voyez? C'était ça. Hein? Vous n'êtes pas d'accord, vous me discuterez avec moi après, il n'y a aucun problème. Donc, en plus de cela, vous aviez dans ce corps de Conseil national syrien, qui pour moi n'est ni conseil, ni national, ni syrien, parce que c'est souvent des gens
qui ont vécu pratiquement la majeure partie de leur vie en Occident, hein, qui n'ont jamais été élus. Qui c'est qui a élu ces gens-là? Personne. C'est Fabius. Que je sache jusqu'à maintenant, Fabius, c'est pas lui qui donne, n'est-ce pas, le quitus de nationalité ou de représentativité, non seulement aux Syriens, mais aux gens du Mali, ou de l'Algérie, ou du Maroc, ou de je ne sais où. C'est que certains hommes politiques français rêvent encore, n'est-ce pas, de la grandeur de la France, et ont un comportement à l'emporte-pièce, non seulement dans les déclarations, mais tout. Il y a un nombrilisme diplomatique français. J'espère que avec les nouvelles élections, on va s'en débarrasser. Mais ça, c'est un petit détail de la diplomatie française. Donc, pour l'évolution, si vous voulez, je ne peux pas, parce que j'ai consacré 10 minutes à chaque point, je suis prêt à répondre à toutes les... Alors, qu'est-ce qu'il y a eu sur le terrain? Ben, il y a eu sur le terrain, d'abord, l'armée syrienne libre. C'est vrai, il y a des gens de l'armée qui ont quitté, mais alors c'est là où sont entrés en jeu la Turquie, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, et un des grands responsables du Conseil national syrien, à la veille de, n'est-ce pas, la reconnaissance du Conseil, il hésitait aller à Istanbul ou aller au Qatar ou aller à Riyad. C'était ça, hein. Il hésitait, hein. Bon. Alors, je veux pas, bon, je veux pas, j'aime pas attaquer les gens personnellement. C'est pas mon habitude, ni... Mais franchement, on ne peut pas s'improviser homme politique du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas passer des années en France dans des salons à discutailler, hein, pour un beau jour dire qu'Assad est un salaud, vous êtes devenu un héros populaire et on va vous applaudir et on va vous... Alors, que je vous donne une des erreurs de ce Conseil national syrien. Quand il y a eu, par exemple, cette armée libre syrienne, au début, elle était active, hein, avant l'apparition, vous avez, il y a 3 tempos. Armée syrienne libre, Al-Nusra, Daesh, puis évidemment toute une nébuleuse de partis seigneurs de guerre qui vendaient, qui pillaient, qui, avec il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Je crois que si Mahomet revenait, il ne reconnaîtrait pas les siens, honnêtement. Hein. Alors, mais c'est une parenthèse. Donc, ces gens-là passaient à la télé, à Al Jazeera, et insultaient les Alaouites, insultaient Assad, insultaient, et puis évidemment, dans la communication, il y avait des gens qui en avaient le cœur gros de la politique du Baas, ils trouvaient un écho, que oui, il a osé dire, traiter Assad de petit toutou, je sais pas quoi. Oui, bon. Mais en fait, revenons à l'erreur. Ce premier président du Conseil national syrien, au lieu de ouvrir les bras à cette armée syrienne libre, puisqu'il n'a pas de branche armée, lui, c'est une opposition de salon ou d'hôtel 5 étoiles. On l'appelle d'ailleurs l'opposition 5 étoiles, parce qu'ils sont toujours dans des hôtels payés par la Turquie, par 5 étoiles en France, 5 étoiles, on voit où vont nos impôts. Ça, c'est encore un détail. Donc, il a été incapable d'établir un pont avec cette armée syrienne libre. Il voulait créer lui-même un bureau militaire indépendant. Résultat, cette armée syrienne libre a dit « ce Conseil national syrien ne nous représente pas ». Vous voyez dans les erreurs même de... Et bon, je ne vais pas résumer le drame syrien de 5 ans en 10 minutes. Mais ça vous donne une idée, n'est-ce pas, de l'évolution des choses. Que faisaient ces gens-là? Vous croyez que c'était une guerre noble? Pas du tout. Ce n'étaient pas des armées régulières. Ils allaient se nicher dans les quartiers, en obligeant les gens à, par force, hein, à les admettre. Donc, mettez-vous à la place de l'armée syrienne.
la Syrie était prête à toutes les guerres. Elle avait des dizaines de milliers de missiles, des milliers de tanks, des centaines d'avions, une armée de 387 000 hommes, 1 million de réservistes. Et elle se trouve confrontée à une guérilla civile. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez une ville comme Alep. Avec sa banlieue, ça fait 4 millions. Je parle d'Alep parce que c'est la ville que je connais le mieux. Dans la vieille ville, classée monument historique par l'UNESCO, les vieilles ruelles, allez faire la guerre à des gens qui sont sur les toits, dans les caves. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'armée a beaucoup perdu. Et il y a eu sûrement un milieu qui a accueilli ces islamistes. Petit à petit, le facteur décisif qui a fait basculer la population vers un armement et une guerre, c'est la pauvreté. L'armée syrienne libre a pillé les usines d'Alep. La situation sociale était invivable. Des gens qui n'avaient jamais tenu un kalachnikov ou un petit pistolet se sont trouvés du jour au lendemain contaminés par des islamistes qui étaient là et qui leur donnaient de l'argent. Ces gens-là n'avaient plus de quoi manger. Alors, 200 $, mais c'était une manne céleste pour un père de famille qui avait 5-6 enfants. Donc, du jour au lendemain, on a vu tous ces quartiers-là s'armer parce qu'il n'y avait plus de travail, tout a été pillé. Et bien avant ces accrochages, la Turquie, ça je l'avais dit à l'époque, avait déjà préparé des camps de réfugiés. Mais il n'y avait aucune raison qu'il y ait des camps de réfugiés. Donc, toute cette histoire de réfugiés, ce fut un scénario tracé avec beaucoup de réflexion des services étrangers avec la Turquie pour pousser la population du nord de la Syrie à aller en Turquie. Voyez-vous? Alors, et ça a continué. Les seigneurs de guerre, pratiquement, même l'armée syrienne libre, a perdu son étiquette, elle avait besoin d'argent. Tout le monde retournait kazakh et devenait islamiste. Vous portez notre drapeau, on vous donne des armes, vous changez d'enseigne. Ok. Alors on a eu les sabres du miséricordieux, les vengeurs de la Sunna, les petits-fils d'Abou Bakr, le premier calife. Voyez l'appellation des légions, des bataillons islamistes, ils sont une centaine. Mais c'est vraiment choquant. De tout l'islam miséricordieux, il n'en restait rien. Il restait un Dieu vengeur qui est là pour poursuivre les Alaouites, les chrétiens, les yézidis, alors que ça contredit et le Coran et la tradition du prophète, puisqu'il y avait des pactes entre le prophète et ses minorités, n'est-ce pas? Les chrétiens avaient le droit de vivre dans l'empire musulman sous certaines conditions, mais on n'avait pas le droit de les massacrer. Là, par exemple, prenez Araqqa ou Deir Zor, ou vous devenez musulman, ou vous devez quitter. On leur a dit ça les premiers jours. Après, non. Ou vous devenez musulman, ou on vous massacre. Il faut voir. Et puis, ça ne s'est pas arrêté en minorité. Parce que c'est des ignares, ceux qui ont porté ces kalachnikovs, qui ont touché l'argent, qui ont voulu appliquer la charia. Mais quelle charia? C'est des ignares, dans la mesure où même un musulman sunnite modéré devenait pour eux un kafir, un mécréant. Exemple, le petit, n'est-ce pas, Alépin de 14 ans, qui n'a pas voulu faire crédit à un djihadiste. Et il lui a dit, même si le prophète revenait, je exigerai du prophète qu'il me paye mon café. Alors, à ces mots, l'autre, enfin, je cite ce que j'ai lu, et ils l'ont pris, ils l'ont jugé, ils l'ont exécuté devant sa mère. Mais,
comment voulez-vous que le peuple pacifique qui a vécu pendant des siècles avec cette mosaïque d'ethnies puisse continuer à admettre ces gens-là? Même si vous avez porté l'arme au bout de quelques mois, vous dites non, moi j'ai fait un mauvais choix, vous ne pouvez pas y échapper. Ils vous assassineront. Une fois que vous êtes là, vous êtes pris, il n'y a pas moyen. J'ai des amis dont les enfants étaient à 14-15 ans, armés, ils ne pouvaient plus quitter. Hein. Il y a eu des cas de fuite, ça dépend. Mais en gros, les gens sont prisonniers. Aujourd'hui, les Américains eux-mêmes, après que les Russes l'aient confessé également et déclaré, les djihadistes fuient partout. Après les bombardements, alors ici on nous dit non, ils vont s'installer dans le désert, tout ça, de l'enfumage, de l'intoxication daéchiste. Ils fuient parce qu'ils ne peuvent plus supporter ce qui se passe. Vous voyez? Bien. Alors, le rôle du Qatar, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite là. Alors, vous avez dit au début que la Syrie avait une frontière avec la Turquie, avec l'Irak, avec Israël et le Liban. Vous avez oublié la Jordanie. Ah oui. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, la Jordanie, historiquement, est la province sud de Damas, non déplaise aux Jordaniens, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez une carte de la vieille Syrie, c'est le croissant fertile, la grande Syrie, c'est-à-dire la province romaine, hein, qui était riche, prospère, et à l'époque, si vous êtes un peu latiniste, quand un général romain était nommé en Syrie, c'était quelque chose de... c'est-à-dire une fleur. Wow, on t'offre la Syrie. C'est important, vous voyez. Donc, maintenant, la Turquie a joué un mauvais rôle sûrement, parce que il faut là un rappel historique et culturel. Nous sommes en 2016. En 1916 et en 1516, hein, il y a toujours 16-16. Commençons par 1516. Le sultan Selim Ier à Dabir, une plaine sacrée dans l'islam, bat les Mamelouks, bat les Perses, bat les Égyptiens et raccroche tout ce Moyen-Orient à l'Empire ottoman. Quand on lit les ouvrages syriens ou arabes de cette période ottomane, les critiques sont nombreuses, que finalement on a accablé le paysan, on a appauvri les pays. C'était des fonctions qu'on payait au sultan. Le sultan arrivait, il prélevait un impôt pour payer la fonction déjà qu'il a achetée. Il était viré. Arrive un autre, il faut qu'il récupère de l'argent pour payer ce qu'il a, n'est-ce pas, le prix de sa nomination auprès du sultan. Alors vous me dites, c'est peut-être une vision pan-arabe, anti-turque, anti-ottomane. Peut-être il y a un bémol à mettre pour certaines choses, mais de manière générale, on ne peut pas dire que le monde arabo-musulman pendant l'Empire ottoman a connu un essor fantastique. Loin de là. Par contre, les Mamelouks qui ont été battus, c'est connu. Ils ont fait une renaissance extraordinaire et économique. Les Mamelouks d'Égypte, en commerçant avec l'Europe, et les Mamelouks de Syrie. Et d'ailleurs, pour les arabisants ou orientalistes parmi vous qui s'intéressent à la question, la majorité des manuscrits de notre civilisation arabo-chaldéo-syro-musulmane, irano, tout ce que vous voulez, la majorité des manuscrits a été recopiée à l'époque mamelouk. Sinon, elle allait disparaître. Si aujourd'hui, nous avons des traces, c'est justement grâce aux scribes et aux copistes de la période mamelouk. Alors, donc la Turquie n'a jamais avalé
qu'en 1916, le shérif de la Mecque, descendant du prophète hachémite, appelle à la guerre sainte contre un autre pays musulman qui est la Turquie. C'est les promesses, n'est-ce pas, de Laurence d'Arabie, MacMahon, la correspondance, on va vous créer soit un nouveau califat, soit un nouvel État. Résultat, ils n'ont rien créé du tout, ils ont comploté, je demande pardon à la ministre, il y a des complots dans l'histoire que j'enseigne, que j'ai enseigné à Louis le Grand, à Henri IV, je n'attends pas le ministère pour me donner des ordres, qu'est-ce que je dois enseigner, hein? Alors, ça explique est un complot. Qu'est-ce qu'un complot? On cachette, vous signez des documents, vous décidez d'une chose, hein, de diviser cette région, de vous la répartir. Ça explique c'était un crayon rouge, un crayon bleu, et voilà le Moyen-Orient divisé entre anglais et français. Bien, tout ça n'était pas pour plaire aux Turcs. Ils n'ont jamais avalé que les peuples arabes se soient révoltés avec l'appui des Occidentaux, même si les Occidentaux les ont roulés dans la farine. Et aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous discutez avec un Syrien, un Libanais, un Égyptien, un Algérien, il va tout de suite vous dire « Vous êtes des comploteurs, les Occidentaux. Vous n'avez fait que nous tromper, qu'en cachette monter des choses contre nous. La colonisation, là. » Alors, dans ce cas-là, il faut considérer toutes les populations des pays qui ont été colonisés comme complotistes. Hein? Alors ça, il faudrait que Madame la ministre charge des experts pour étudier le complotisme dans les vieilles colonies, surtout qu'elle vient d'un pays qui n'a pas été une colonie, mais un protectorat à un moment donné, mais à un moment donné, c'était aussi une colonie. Bref, donc la Turquie, il y a ce complexe historique vis-à-vis du monde arabe. Surtout que, par exemple, ils ne pensaient pas que ces musulmans allaient suivre le shérif de la Mecque et allaient se battre contre les Turcs, contre eux, quoi. Ils n'ont jamais avalé ça. Et voilà une occasion en or qui se présente, c'est-à-dire que, vu l'évolution de la politique intérieure turque, avant Erdogan, il y a eu Erbakan, vous vous souvenez, qui a installé un islamisme et qui a préparé la voie à des tendances islamistes, frères musulmans ou autres en Turquie, pour arriver au pouvoir. Donc, face au monde panarabe du Baas et de l'unité du monde arabe, qui est aussi, vous savez, un mythe beaucoup plus qu'une réalité, hein, la pensée politique turque s'est orientée vers le monde musulman, que, après tout, ces Arabes sont musulmans, il y a moyen peut-être de faire revivre l'Empire ottoman. Et économiquement, alors ils ont été à Damas, il y a eu des visites avec Bachar el-Assad, on ouvre les frontières, tout le monde était content, plus de visas entre la Turquie et la Syrie. Donc, pour Davutoğlu, qui voulait zéro problème avec les voisins et une expansion, surtout que les portes de l'Europe ont été fermées au nez des responsables turcs, donc il fallait une expansion du côté du monde musulman, hein, et d'essayer de faire revivre, de faire, faire vibrer la corde turcophone, turcophile des pays turcophones de l'ex-empire soviétique. C'est tout un projet. Alors, petit à petit, cette pensée musulmane a eu l'appui d'un grand penseur, qui n'est pas Erdogan. Erdogan, c'est un Aragoz, c'est-à-dire un polichinelle, quoi. Vous savez, l'Aragoz, c'est le théâtre d'ombre des Turcs, c'est une marionnette. C'est Fethullah Gülen. Fethullah Gülen a écrit, a entamé un dialogue avec le christianisme, avec les autres religions,
il a un génie économique dans la mesure où il a créé dans sa confrérie des groupes économiques hein, qui pouvaient travailler. Hazm, n'est-ce pas? Ça vient du mot arabe sans doute. Hazm, c'est-à-dire fermeté. Bon, pris par la folie des grandeurs, il s'est dit c'est une occasion en or de casser la Syrie. Alep, les souks d'Alep entraient en concurrence avec les souks d'Istanbul. Il y avait 1 200 000 ouvriers à Alep avant les événements. Aujourd'hui, tout Alep compte peut-être 600 000 ou un demi-million. C'est-à-dire 7/8 de la population a fui, soit déplacée en Syrie ou à l'étranger. Donc, la Turquie a vu, s'est dit, c'est une occasion en or, non seulement d'essayer de récupérer les sunnites syriens, à moi, parce qu'il n'est pas si gentil, je dirais, avec les Alévis. Vous savez qu'il y a aussi un grand problème en Turquie, il y a 20 millions d'Alévis, un peu plus. Hein? Et pour leur faire un cadeau, il a voulu jeter un pont, le baptisant Sélim Ier, qui, en revenant d'Iran, avait massacré, selon les chroniqueurs, un demi-million d'Alévis, de chiites. Vous voyez l'histoire. Oh, alors vous me dites, monsieur Tar, vous entrez toujours dans des problèmes culturels. Mais vous savez, l'homme de la rue, il vit ça. Il sait que ses parents étaient massacrés et que, vous voyez, on ne peut pas. Et c'est peut-être ça qui a poussé les Turcs à se dire que peut-être les sunnites syriens vont marcher. Et ils ont marché. Alors vous verrez des grands noms de famille dans l'opposition syrienne. Quand vous cherchez, c'est des noms turcs. Ce n'est pas des noms arabes. C'est des descendants de chefs caïds nommés par les Turcs pour gouverner Hama, par exemple, Homs, ces petites villes. Et comme par hasard, ce sont ces gens-là qui sont à Gaziantep aujourd'hui, en Turquie, et à la tête de l'opposition. Voilà. Je vous donne un éclairage qui n'est pas celui de l'événementiel des médias. Il faut vivre ça de l'intérieur, tel que la crise est vécue en Turquie et dans ce monde arabe. C'est viscéral. On a nos références, vous voyez, et au niveau de la population, de la religion, de l'économie, vous voyez tout ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'Alep, au début du siècle dernier, et la moitié d'Alep parlait turc et arabe. Ils étaient bilingues, vous voyez, c'est très lié. D'ailleurs, en 1958, je reviens à l'histoire, quand ils ont créé le pacte de Bagdad contre Nasser, les Turcs avaient massé leurs troupes sur la frontière syrienne et on disait, à l'époque, j'étais petit garçon, mais j'écoutais, les Turcs veulent reprendre Alep. Ça sonne encore dans mes oreilles. C'est-à-dire que Erdogan, dans cette crise, s'est dit, je peux jouer un très beau rôle auprès des Européens, puisque j'applique leur politique, je suis leur joker. Par ailleurs, je récupère l'islam sunnite, et le gros lot, c'est quoi? C'est tout la Syrie et l'argent du Qatar, des Émirats, des richissimes du Koweït et de l'Arabie Saoudite. Ces pays ont dépensé des milliards pour détrôner Assad. Le rôle de la Turquie, c'est qu'elle a été le bras armé des pays du Golfe sunnites contre l'Iran ou tout simplement contre le croissant chiite. Il fallait absolument déboulonner Assad par tous les moyens. La plus grande frontière était celle de la Turquie, 900 km. Donc c'est par là que sont passés des dizaines de milliers de djihadistes. Voyez-vous, les premières armes
selon les déclarations du Conseil national syrien, ont été livrés par la Libye à la Turquie pour entrer à travers la frontière et armer les groupes islamistes et l'armée syrienne libre. C'est pas moi qui le dis. Je vous renvoie aux déclarations du porte-parole du Conseil national syrien de l'époque. Donc, en plus, il y avait une industrie de l'armement. La Turquie a, enfin, quand on a fait un peu de l'armée, il faut liquider les vieilles munitions. Les Turcs ont des usines d'armement. On a vu, sous les camions de pastèques, des munitions, de l'armement turc. Les services bancaires en ont profité, non seulement de la manne des pays pétroliers, mais de tous les virements des djihadistes vers leur pays d'origine. Écoutez les confessions de repentis de Daesh tunisiens, qui n'avaient aucun problème pour virer l'argent qu'ils gagnaient chez lui. Aucun problème pour arriver en Syrie. Nous, on fermait les yeux. On le savait. On a donné des armes. Hollande l'a reconnu dans l'ouvrage qui est paru récemment. Quand je l'ai dit à France Info, on s'est moqué de moi. Dans le, je sais pas quoi, là, un site rattaché au Monde, parce que toute la presse était achetée. On se demande comment ils ont fait pour toujours les mêmes. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, Jean-Yves Le Drian, je l'ai écouté il y a un mois. Assad responsable de 250 000 morts. Et enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous êtes ministre de la Défense. Vérifiez un peu ce que vous racontez. Je dis ça, je m'octroie, parce que j'ai travaillé dans des écoles qui dépendent de la Défense pendant plus de 35 ans. On ne viendra pas mettre ma fidélité à la France en cause. C'est une ligne rouge, une ligne rouge. Je m'adresse à l'intérieur et à la défense. Voilà. Combien alors de morts? Alors, donc... Combien de morts alors il y a eu à cause d'Assad? Combien? Combien de morts alors? C'est pas 250 000, c'est combien? Alors, vous voulez que je fasse le point là-dessus? Non, juste un chiffre. Il y a, je ne dirais pas à cause d'Assad, moi je ne mets pas, je dis qu'Assad n'est responsable de rien du tout. Pas du tout. Voyons les morts en Syrie. Alors, il y a au moins 60 000 de l'armée, des forces de l'ordre et des forces para, enfin, les civils engagés, les volontaires, disons. Maintenant, du côté des djihadistes, il y a peut-être entre 40 et 50 000 morts, au moins. Alors, est-ce que tous ces djihadistes sont étrangers? Non, il y a des Syriens, bien sûr. Il y a des Syriens. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste les civils. Alors, ces civils, écoutez, ici, on ne parle que des bombardements, soit des Russes, soit de l'armée syrienne, mais on ne parle pas de tous les bombardements des autres. Le nombre de civils tués à Alep, simplement, c'est de l'ordre de combien? Au moins quelques dizaines de milliers de morts. Ils sont morts comment? J'habite un quartier, Nayal, à Alep. Mes frères viennent de venir en Syrie, ça fait 1 mois. 5 ans, ils étaient témoins des bombardements des quartiers tenus par le gouvernement légitime de Damas. Tous les jours, il y avait soit des bombes d'enfer, c'est-à-dire des bonbonnes de gaz modifiées pour provoquer des incendies, soit des obus de mortier, soit des canons artisanaux, soit des missiles Milan qui étaient destinés aux chars et que les islamistes d'Alep ont utilisé à Slémaniye, un quartier chrétien d'Alep. Alors, le quartier Midad, où il y avait près de au moins 75 000 Arméniens, qu'est-ce qu'il en reste? Des ruines. Où sont passés ces Arméniens? Ils ont fui. Il y a eu des morts parmi eux.
Alors, c'est un raccourci que de dire, d'ailleurs, ils ne parlent plus de 250 000 morts, ils disent 1,5 million maintenant. Vous voyez? C'est le double. Vous voyez? Alors, et question chiffre, c'est marrant que les médias, comment? Je vais vous raconter. Je passais dans les médias, je disais, les islamistes sont à peu près 40% des gens qui se battent. Alors, un éditorialiste fort célèbre disait, mais non, M. Tan, vous exagérez. Tout le monde dit que c'est 5%, il n'y a que 5%. Mais j'ai dit, mais écoutez, on n'est pas là, en train de vendre des radis au bazar, on ne négocie pas. Hein, que vous dites 5, je vais vous dire non, plus. Non, c'est sérieux. Il y a des témoignages. Mais la vérité était toujours occultée. Donc, alors, il y a eu sûrement, alors on me dit, les gens qui sont morts dans les prisons. Il y a eu sûrement des gens morts dans les prisons, et peut-être des milliers. Hein, mais je ne sais pas, moi, mais mettez-vous à la place d'un gouvernement légitime. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? Alors on me dit que la torture, sûrement il y a eu de la torture. Hein? Mais je n'excuse pas. Hein? Mais voyez de l'autre côté ce qui se passe. Hein? Il n'y a pas un quartier qui n'est pas reçu. C'est pas les chiffres, c'est la cause, c'est ça. Non, si vous voulez, les chiffres, il y a sûrement des gens qui sont morts par les bombardements de l'armée syrienne, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les morts de la guerre civile, faire porter le chapeau à Assad? D'ailleurs, moi je me révolte, je ne dis pas l'armée d'Assad. Assad, est-ce que vous dites l'armée de Hollande ici? Ça vexerait le Drian. Oh non, ça lui ferait plaisir, je crois. Parce que, copain, pourquoi pas. Mais je ne crois pas, voyez-vous, c'est l'armée régulière, elle s'est attaquée aux civils. Il se peut qu'il y ait des dommages collatéraux. Et là, permettez-moi, pourquoi les États-Unis ont toujours le droit d'avoir des dommages collatéraux et pas les armées du tiers-monde? Enfin, l'affaire de l'hôpital, l'affaire, vous vous souvenez, dans la guerre d'Irak, le mariage, là, à Tal Afar, sur la frontière, mais c'était clair, il jouait du synthétiseur. On a vu le mec avec son synthétiseur brûlé après le bombardement. Non. Alors, est-ce que l'armée a commis des crimes immondes? C'est fort possible qu'il y ait des soldatesses. Je n'excuse pas, je vous dis. Mais n'allez pas, alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les médias, on ne parle que de ça. C'est simplement quand Daesh s'est mise à nous montrer comment elle égorgeait, comment elle décapitait, que là, il ne pouvait plus. Mais malgré cela, on continue à dire, dans les médias officiels, Assad est responsable de cette guerre. Hein. Ça, je crois que c'est une vision qui est entièrement erronée. Viendra un jour, d'ailleurs, Assad, au début, avait fait une déclaration pour Daraa, que s'il y a eu des crimes à Daraa, il traduirait en justice les responsables. Et ça a été oublié, parce que dans le feu de la bataille, vous avez vu ce qui est arrivé, toutes les villes étaient armées, les cellules dormantes se sont réveillées. Dans le quartier d'Alep où j'habite, en face de chez nous, on n'a jamais cru qu'il y avait des gens qui recevaient des armes et de l'argent de l'Arabie Saoudite. Je vous donne le nom, ne me dites pas que Hawadira. Hawadira à Said Ali, c'est en face du quartier Nayel. Ah. Du jour au lendemain, ces gens-là tiraient sur les quartiers chrétiens ou les quartiers mixtes. Parce que aussi, il y a, vous savez, tout est mixte. Mon quartier, il y a des Kurdes, des Arméniens, des Sunnites, des Alaouites, il y a tout le monde, quoi. Mais peut-être que la majorité était chrétienne. Hein? Vous voyez, parce qu'on est sur la ligne de démarcation. Bref. Donc, cette histoire de faire porter à l'armée ou au gouvernement légitime la responsabilité de tous les crimes, de tous les morts, est inadmissible. Par contre, quelqu'un qui dit que Al-Nusra fait du bon boulot et qui jusqu'à maintenant est sans impunité, ça choque. Hein? Ça choque. Hein? Alors, là, je ne veux pas parler, j'espère qu'un jour le secrétaire d'État sera levé et on connaîtra la vérité sur notre vrai rôle dans cette guerre de Syrie.
je passe au rôle de l'OTAN. Alors, pour moi, l'OTAN est une organisation qui n'obéit plus aux pays qu'elle est censée représenter, ou les pays qui l'ont formée. L'OTAN, aujourd'hui, est autonome. C'est une organisation qui a perdu vraiment les liens avec les pays qui l'ont constituée. Au fur et à mesure que des pays rejoignent l'OTAN, ces pays n'ont pas voix au chapitre, je suis désolé. Elle est noyautée par un noyau dur qui est anti-russe. Alors, on se demande, à la lumière de ce qui se passe, pourquoi la France aujourd'hui va accepter non seulement d'être dans l'OTAN, mais de recevoir, d'avoir des bases de l'OTAN sur son territoire, chose que le général de Gaulle à l'époque a balayé en insistant sur l'autonomie de la décision des Français et de la France. Alors, l'OTAN, si vous voulez, après cette mise au point, joue avec tout ce dossier du Proche-Orient. Tantôt, il est manipulé par les Américains. Tantôt, il fait croire, par exemple, à la Turquie qu'il est derrière la Turquie. Mais peut-être en même temps, pour lui, la Turquie, comme j'ai dit, c'est pratique pour l'OTAN d'avoir un pays tampon et avec ce pays d'intervenir dans la région. Alors, on l'a vu au début, vous savez, quand l'OTAN a décidé de déployer des patriotes de l'autre côté de la frontière syrienne. Vous vous souvenez? C'était les Allemands. D'ailleurs, dès que Erdogan s'est mis à bombarder les Kurdes, les Allemands ont demandé le retrait de leur bataillon et on a retiré également les patriotes. Quand on a compris que la Syrie n'avait pas l'intention de tirer des missiles, la Syrie a des missiles, a des dizaines de milliers de missiles, de toutes sortes, de toutes sortes, et très performants, et ce ne sont pas des missiles aveugles, parce que les missiles de Saddam étaient aveugles, c'est-à-dire ils lancent alors, comment on dit, on prie Zinab que ça tombe sur l'ennemi. Alors, non, là, et la Syrie, vous remarquerez, n'a jamais utilisé de missiles contre des pays voisins. D'accord? Alors qu'il y avait par le Liban, en passant par Antioche, des gens qui entraient, elle a bombardé la frontière libanaise à Arsel, mais ce n'était pas des missiles de longue portée non plus contre l'Irak. Pas d'armes chimiques. Pas d'armes chimiques non plus. Pas d'armes chimiques. Par contre, les islamistes, on avait des armes chimiques, et vous vous souvenez, enfin, on ne va pas... Restons dans l'histoire de l'OTAN. Donc, alors là, il y a à s'interroger. Quelle est la raison, comment dire, la raison efficace, je cherche un mot, pour que l'OTAN continue d'exister, si l'Empire soviétique n'est plus. Alors, ils ont voulu à un moment donné déployer un bouclier antimissile contre l'Iran. Contre l'Iran. Mais où? À la frontière russe. Mais contre l'Iran. Non, mais c'est-à-dire, ils prennent vraiment les gens pour des veaux. Alors, moi, je vous dirais, ce serait beaucoup mieux que l'Europe intègre la Russie, voyez-vous, et ne voit pas en la Russie un pays ennemi. Qu'est-ce que la Russie nous a fait jusqu'à maintenant? Quoi? Elle a défendu un gouvernement légitime contre des islamistes. Elle est intervenue en Syrie. Selon les derniers rapports, les bombardements russes auraient tué 2000 djihadistes russophones. Russophones. On ne parle pas des autres. Donc, il y avait bien, je ne dirais pas un complot, ça va choquer les uns et les autres, il y avait bien un plan
que ces russophones entraînés en Syrie rentrent en Russie, pas seulement, rentrent en Chine, parce que les attentats qui ont eu lieu en Chine, c'était des gens entraînés en Turquie et qui ont fait la guerre d'Alep. Et ça, c'est sûr, selon les informations chinoises. Donc, est-ce que cette OTAN a sa raison d'être? Voilà. Je ne sais pas. Oui, moi je vous dirais oui. L'OTAN est là pour empêcher que l'Europe ait une armée d'intervention. L'OTAN est là pour empêcher qu'il y ait une décision de poids en Europe. Hein. C'est l'OTAN qui la prend à sa place. Vous voyez? C'est en fait marginaliser les pouvoirs de chaque pays européen. En disant, vous n'avez pas d'armée. D'ailleurs, chaque fois, souvenez-vous, il y a de ça 20 ans, chaque fois que la France a lancé l'idée de créer une force d'intervention européenne, elle s'est heurtée à l'OTAN. Non, puisque vous avez l'OTAN. Oui, mais c'est que les différents pouvoirs ont compris aussi que cette OTAN il n'avait pas de pouvoir dessus, quoi, finalement. Et je reviens à mon idée de départ. L'OTAN vole de ses propres ailes, décide, consulte, mais finalement, ce n'est ni Hollande ni Merkel qui va obliger le président de l'OTAN à prendre une décision ou à intervenir ou ne pas intervenir. Par contre, les ponts entre l'OTAN et les États-Unis, c'est évident. Donc finalement, toute cette Europe, par l'existence de l'OTAN, est marginalisée, perd cette notion de puissance. Et ça, on l'a compris depuis la guerre de 56, la guerre du Canal, où on nous a fait perdre toute la francophonie du Moyen-Orient, hein, et la France a compris qu'elle n'était pas une hyperpuissance, mais l'Angleterre a retenu la leçon. C'est que dans ce cas-là, il valait mieux aller du côté des États-Unis et faire faux banc. Il y a un signalement là, il faut s'arrêter. 10 minutes. Donc, alors, les groupes djihadistes en Syrie, écoutez, il y a 3 groupes. L'ASL s'est transformé en groupe djihadiste. Après, il y a eu Al-Nusra. Al-Nusra a été armé par la Turquie, financé d'abord par tous les pays du Golfe. Aujourd'hui, Al-Nusra est financé par le Qatar. À un moment donné, l'Arabie Saoudite ne la finançait pas parce que l'Arabie Saoudite s'opposait aux frères musulmans. Or, le Qatar, qui est wahhabite comme l'Arabie Saoudite, mais pour damer le pion à l'Arabie Saoudite, s'est racolé, a soutenu les frères musulmans. Aujourd'hui, frères musulmans, Qatar, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il s'oppose à l'Égypte de Sisi. L'Arabie Saoudite, voyant que du côté du Liban, du côté de la Jordanie, l'aide qu'elle donnait n'était pas efficace, puisque même avec les voyages fréquents de Fabius en Jordanie et toute l'aide secrète pour former des commandos, aller s'attaquer à Damas, parce qu'à un moment donné, ils voulaient prendre Damas, ça n'a pas marché non plus. Aujourd'hui, ils battent en retraite, après les bombardements russes. Donc cette frontière jordanienne, si vous voulez, est partagée entre Daesh, d'une part, qui, elle, n'est pas l'alliée de la Jordanie. Et là, au passage, vous noterez que la Jordanie, avant l'assassinat spectaculaire du pilote dans la cage, a refusé que le gouvernement s'engage dans la coalition contre Daesh. Parce que en Jordanie, la majorité des partis sont islamistes. Les frères musulmans sont très puissants. Et là, ils correspondent avec le Hamas à Gaza et dans les territoires occupés, ce qui inquiète Israël. Alors,
Al-Nusra, à un moment donné, il faut voir, hein, ils étaient très bien équipés, très bien payés, des armes archimodernes, c'est des dizaines de milliers, hein, Al-Nusra, venus du monde entier. Quand il y a eu, alors j'ai oublié que dès le début, Zawahiri a appelé les musulmans du monde entier à aller renverser Assad. Zawahiri fut le bras droit de Ben Laden et aujourd'hui c'est lui qui chaperonne tout ça. D'accord? Et ça, on ne l'a pas dit dans la presse ici. On n'a jamais dit que Zawahiri a appelé. C'était tout au début, hein, en 2012. Hein. J'étais passé avec Michel Field à LCI, je lui ai dit, Zawahiri, mais enfin, réveillez-vous. Si Zawahiri appelle à renverser Assad, c'est qu'il y a quelque chose d'islamiste contre un pays laïque et qui risque de se retourner contre nous. Je l'ai dit sur France Info, je l'ai dit à BFM, je l'ai dit. C'était la période où je pouvais encore placer quelques mots. Hein. Ça fait peut-être 3 ans et demi ou peut-être que j'en suis exclu. Donc, Daesh est né, si vous voulez, des mécontents des chiites et des anciens généraux de Saddam, avec une formation de confrérie religieuse, c'est les Begdashi. Parce que Douri, le numéro 2 de Saddam Hussein, on ne sait pas s'il est mort, hein, était Begdashi. Et Douri, hein, le grand général de l'armée irakienne, hein, Abdelaziz Douri, il se teignait les cheveux en roux, là, vous voyez, très mince, voilà. Apparemment, certains disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il n'est pas mort. Bref, c'est lui qui a récupéré les sunnites d'Irak mécontents de l'arrivée, et c'est là où peut-être les États-Unis, quand je dis les États-Unis, entendons-nous, hein, Obama ne commande pas les États-Unis, le pouvoir est tellement fracturé aux États-Unis que là, par exemple, Obama attaque l'Arabie Saoudite dans le journal Atlantique, voyez-vous, et il critique les pays du Golfe, vous voyez. Donc, pour racheter leur erreur de l'Irak, d'avoir peut-être donné l'Irak aux chiites dans leur conception, ils se sont dit, pourquoi pas Daesh, ça fait notre affaire. Ça remet en place les sunnites. Et là, je donne ma dernière analyse. Vous avez vu qu'il y a eu un accord secret entre les Américains et les Russes, que les Russes bombarderont Palmyre, mais n'entreront pas à Raqqa. Je vous conseille d'écouter la vidéo que j'avais faite sur Raqqa. Qui prendra Raqqa avant? Donc, il y a un accord entre les Américains et les Russes. Les Russes vont aider les Américains à prendre Raqqa, mais ils n'entreront pas. De manière à ce que de ce côté de l'Euphrate, peut-être dans une Syrie fédérale, on créera un bloc sunnite face à la côte, vous voyez. Alors, ça explique aussi le retrait des Russes annoncé, mais c'est aussi un piège pour la Turquie, le retrait des Russes. Parce que qui nous dit qu'est-ce qu'il retire? Et si jamais Erdogan, ça lui dit d'entrer en Syrie, il se dit ça y est, les Russes sont partis, et là je crois que Poutine l'attend. Là, c'est clair. Hein. Alors, je dirais à bon entendeur, salut. Hein. Maintenant, le retour de l'Iran, en quelques... Ben, vous savez, l'Iran est un pays que j'admire beaucoup, parce que malgré les sanctions, il a le nucléaire, il a une industrie balistique. Alors là, ça me fait rire qu'on porte ça devant le Conseil de sécurité. Mais tous les pays ont une industrie balistique. Et on vient reprocher à l'Iran d'en avoir une. Et pourquoi? C'est toujours une mentalité coloniale, un nombrilisme européen qui ne respecte pas les autres. Comment voulez-vous que les autres vous respectent et ne pensent pas que vous êtes des complotistes tant que vous mettez sur le tapis des affaires pareilles? J'espère de tout mon cœur que ce discours, disons, qui sonne faux à certaines oreilles, arrivera aux gens de bonne volonté. Merci d'être venus
et merci de m'avoir écouté. Voilà, et à une prochaine fois, j'espère. Il me semble que le président Assad avait entrepris des réformes visant à démocratiser la Syrie. Et je voudrais savoir en fait, qu'en est-il? Parce qu'aujourd'hui, si jamais il y a élection, d'après quelques échos que nous avons de Genève, le point bloquant, c'est l'exclusion d'Assad. Pourtant, il me semble que Assad, comme tous Syriens, a le droit de candidater à une élection présidentielle. Donc ma question est de savoir quelle était la portée des mesures visant à démocratiser la Syrie. Alors, pour vous répondre tout de suite, il y a deux choses qui bloquent à Genève. L'opposition ne veut pas de gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement transitoire qui échapperait au gouvernement légitime et au président, ce qui est illégal et illégitime. Vous voyez, voilà les deux points d'achoppement. Maintenant que Assad, il faut l'exclure, là aussi, je suis désolé, c'est le peuple syrien qui votera oui ou non pour Assad. Alors on me dira, oui, mais vous voyez, il y a tellement de gens à l'étranger. Mais enfin, il y a tellement de gens à l'étranger. Qui c'est qui a mis ces gens-là à l'étranger? C'est bien vos interventions irresponsables de services secrets et d'autres qui ont détruit la Syrie. Alors, les réformes qu'a menées Assad, il y a des réformes positives. Mais il y a des choses qui, moi, me déplaisent. Tant pis, je l'ai dit. Hein. Par exemple, le président de la République syrienne, dans la Constitution, doit être musulman. Mais alors, c'est en contradiction avec les différents articles de la Constitution. Parce que comment tous les Syriens sont égaux, et un chrétien ne peut pas se présenter? Ça ne va pas, c'est anticonstitutionnel. J'ai affirmé la chose et son contraire. Vous voyez? Maintenant, qu'il ait dit que le parti basse n'est plus ce rôle de guide, c'est bien. Qu'il a appelé les gens au multipartisme, c'est bien. Mais maintenant, il faut voir comment, dans la réalité actuelle, on peut avoir différents partis. C'est ce qui a permis aux Russes de mettre en scène, je dirais, des gens parfois bidons. Hein. Mais c'est le jeu russe, ils sont intelligents. Il faut bien trouver une opposition. Pour moi, toutes ces oppositions sont bidons. Parce qu'elles n'ont aucune assise populaire, personne ne les a élus. Vous me dites la coalition syrienne. Écoutez, moi je peux vous dire que je représente beaucoup plus que le plus grand des opposants, la Syrie. Hein. Moi je suis syrien depuis des millénaires, que je sache. Voilà, j'ai enseigné, si je me présente là, je suis sûr d'avoir des voix dans mon quartier, dans ma ville, même au-delà, vous voyez. Alors là, les Russes ont profité, ils ont avancé des pions. On dit tel, là, mais ils sont combien dans le parti? Deux pelés entendus. Mais c'est le jeu politique. Il faut opposer à cette opposition d'autres opposants. On est en pleine opposition bidon. De tous ceux qui sont à Genève, c'est des arrivistes. C'est des gens qui touchent de l'argent, qui sont dans des 5 étoiles. Hein, qu'ils sortent des 5 étoiles et qu'ils arrêtent les dons de l'Arabie Saoudite et d'autres. Je dis, moi, il y a sûrement d'autres Syriens honnêtes qui mériteraient de représenter la Syrie et de se présenter aux élections. Musulmans, chrétiens, druzes, syriaques, ismaéliens, que sais-je, arméniens, parce que les Arméniens sont syriens, hein, ils sont là, ils se sont battus. Vous voyez la grandeur de la Syrie. Dans ces guerres, par exemple, dans l'armée, les Arméniens qui sont venus, qui se sont réfugiés lors de la Première Guerre mondiale, ils font le service militaire. Ils sont syriens comme tout le monde. Vous voyez, les Kurdes, c'est pareil. Alors vous me dites, les Kurdes, là j'ai écouté la radio en arrivant, n'avaient pas été des citoyens de seconde zone. Faux. Je vais vous dire, moi je connais bien la région des Kurdes. Il y a des Kurdes qui se sont réfugiés après la guerre d'Irak, en Syrie, qui ne sont pas syriens. Et ça remonte à la guerre. Donc mettez-vous à la place d'un gouvernement qui se voit inondé par des centaines de milliers de Kurdes qui viennent soit de Turquie, soit d'Irak. Hein? Voilà. Alors, j'espère. Alors, autrement, il y a de très bonnes choses dans la nouvelle Constitution. Mais je n'autoriserai ni à des Mistura, ni à je ne sais qui,
n'est-ce pas, de dire qu'on doit faire des élections et sortir du schéma syrien. Non, il y a une légitimité. Hein. C'est pas parce que il y a des gens qui sont contre Hollande en France qu'on va organiser des élections avant l'échéance. Vrai ou pas vrai? Qui respecte la légitimité? Il la respecte partout. Hein? Hein? La Syrie n'est pas une colonie, je suis désolé. C'est un pays indépendant. Le roi du Maroc suivait les pas de son père par la finesse en diplomatie en ayant décliné l'offre d'organiser le sommet arabe chez lui. Et qu'il y avait un changement dans la politique. Et là, je vois que lui qui est dans la coalition contre le Yémen, quoique il se retire de plus en plus, il les a envoyés balader pour la... Aujourd'hui, il soutient la Russie. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un jeu économique. Les touristes russes, c'est 30 milliards. Et ça, la Turquie va s'en priver. Et apparemment, le Maroc, le soleil du Maroc, les hôtels du Maroc, la monarchie généreuse. Le commandeur des croyants. Le commandeur des croyants, des chrétiens, des musulmans et des juifs, a les bras ouverts pour les touristes russes. Et puis en plus, comme nous, avec Bruxelles, on a déplu aux Marocains sur les accords agricoles, comme on a arrêté un responsable des services secrets marocains, ce qui nous a valu que le Maroc ne nous donne pas la liste des terroristes. Donc, il s'est trouvé que Baouda, là, c'est les Marocains qui ont averti les Français que voilà, Baouda, voilà, je l'avais dit d'ailleurs à la télé, c'était exceptionnel, parce que comme parfois ils me font passer, souvent LCI en plus, enfin bref, c'est pas grave, on m'appelle sur d'autres chaînes, mais pour des bricoles, puis ça s'est supprimé à la dernière minute. L'Algérie, on en est là. Alors l'Algérie. Alors l'Algérie a toujours exprimé sa réserve contre les décisions anti-syriennes. Pourquoi? Parce que dans le discours islamiste que j'ai analysé, que j'ai traduit, et là, je me permets de rappeler qu'on parle de Daesh, mais personne ne cite un seul discours de Baghdadi en français. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai fait, vous étiez témoin, madame, à la Sorbonne, quand on a parlé de la feuille de route de Baghdadi. 6 discours écrits héros, voyons ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on voit? Les islamistes de Damas et d'Alep disaient les fiançailles sont à Damas, les noces sont à Alger. C'est-à-dire qu'ils prévoyaient de déstabiliser l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie a connu un éveil islamique, vous vous souvenez, dans les années 90. Donc, cette guerre civile, c'est pour ça qu'ils sont un peu vaccinés. Les islamistes, ils connaissent, ils en ont dégusté. Vous voyez? Alors, peut-être qu'au décès de Bouteflika, il y aura peut-être un passage difficile pour l'Algérie, puis surtout que la guerre que leur mène l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, la perte de l'Algérie est de 35 milliards de dollars. Je vous donne les chiffres du Fonds monétaire international, paru aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez que je poursuis les dossiers. Et alors ça, c'est pour le Maghreb. Maintenant, il y a longtemps, moi, que j'avais dit, méfiez-vous, si vous donnez l'indépendance au Sahara occidental, ça risque de devenir un pays islamiste. Parce qu'un petit pays va échapper à l'autorité du Maroc. Dans le temps, quand j'étais professeur à l'école de guerre, j'avais fait travailler des colonels avec moi sur le plan américain qu'on appelait Pan Sahel, c'est-à-dire de créer une ligne antiterroriste qui va justement pratiquement du Sahara occidental jusqu'à l'Égypte. Et c'est là où on a vu, ça je vous parle, c'était 1984. Vous voyez que les Américains ont échoué dans la création du plan Pan Sahel. C'était la nomination, n'est-ce pas? Donc il y a un danger que les islamistes d'Afrique du Nord préparent l'invasion de l'Europe, c'est clair. Et là,
ce qui risque d'arriver, n'en déplaise au ministre de l'Intérieur, que vous avez les réfugiés syriens qui entrent par là, du nord, vous avez là, on est pris en tenaille. Et c'est très difficile pour les services secrets d'Europe, vu la situation qu'ils ont jouée, n'est-ce pas, auprès des islamistes, de contenir les gens qu'ils ont armés. Et là, je vous dis, le jour où on découvrira notre rôle européen dans cette guerre de Syrie, il n'y aura pas de quoi être fier, j'en suis sûr. La Syrie peut renaître de ses cendres. Bon, c'est difficile, il y a une perte de 350 milliards à 400 milliards. Pour reconstruire la Syrie, il faut au moins ça, parce que tout est détruit. Les écoles, les infrastructures, les centrales d'eau, d'électricité. Il y a près d'1,2 million maisons détruites. Vous voyez, c'est énorme. Le nombre de réfugiés à l'intérieur et des déplacés, c'est 7-8 millions. À l'extérieur, 5 millions. Les cadres, une fois qu'ils ont élu domicile en Occident et que ça marche, pourquoi voulez-vous qu'ils rentrent? Je suis optimiste et pessimiste à la fois. Pessimiste parce que je pense aux Arméniens. Où est l'Arménie occidentale? Il n'y a plus rien. La Cilicie arménienne, c'est l'armée française qui a poussé les Arméniens à partir. Les Grecs chrétiens qui étaient en Turquie, il n'y a plus là. L'Arménie occidentale a compté 1000 villages et villes. Qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Symboliquement, Erdogan veut restaurer une église. Est-ce que la restauration d'une église, opération publicitaire pour un parti islamiste, va apaiser l'âme et la conscience de tous ces Arméniens? Je ne pense pas. Vous voyez, la Syrie, j'ai peur pour certaines populations syriennes, composantes du peuple syrien, de connaître le sort des Arméniens. S'ils sont accueillis ailleurs, ils ne reprendront plus. Comment voulez-vous que la Syrie renaisse? Vous voyez? Mais je suis optimiste. Je crois que si l'Arabie saoudite éclate et que les Saouds disparaissent, il y a un grand espoir, non seulement pour la Syrie, mais pour tout le monde arabo-musulman et même l'Europe. Parce que nous autres, on continue de commercer avec ces gens-là, tout en sachant que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils travaillent le monde entier avec leur théorie du devoir du djihad, qu'il faut islamiser le monde. Alors nous nourrissons des vipères en notre sein. Si ça éclate, à ce moment-là, le roi de Jordanie récupère Médine et la Mecque. Il revient dans le territoire de ses ancêtres. Pourquoi pas? Parce que vous voyez, je vous donne raison, mon général, commandant, vous voyez, je vais vous dire, c'est la première fois dans l'histoire, même païenne, que les descendants du prophète sont chassés de la Mecque. Même avant l'islam. C'est pas les descendants du prophète. Non, Hachem. Hachémites sont descendants du prophète. Oui. Non, les Jordaniens. Non. Les Jordaniens sont descendants du prophète. Oui. Le roi de Jordanie, non. C'est le fils du shérif, non. Maintenant, les Saouds ne sont pas descendants du prophète, oui. Est-ce qu'il y a d'autres descendants du prophète? Oui. Il y a des millions de descendants du prophète. Si vous faites une série avec sur 14 siècles, y compris les rois de France, il y a une branche, oui. Il y a même des descendants du prophète chrétien, avec les alliances, et il y a eu après, comme on appelle, apostasie, ridda, mais qui sont, vous ne pouvez pas nier, ils descendent du prophète. Le problème d'Israël est tellement complexe que ce serait vraiment léger de ma part de l'effleurer dans une intervention comme ça sur la Syrie sans lui accorder le temps qu'il faut.
Mais je rappelle que si vous remplacez ces noms, hein, Assad est dans son pays, c'est sa terre. Dès que vous parlez d'Israël, vous posez tout le problème des Palestiniens, de l'existence d'Israël. Oui, mais vous voyez, on ne peut pas dans ce cas-là, ne serait-ce que sur ce point, hein, dire que non, les Alaouites sont là depuis des siècles, tandis que ceux qui ont fondé Israël, évidemment, sont venus d'ailleurs. Alors, évidemment, il y a le mythe que c'est la terre promise, d'accord, mais entre-temps, il y a eu d'autres populations qui ont habité. Autrement, on va faire comme les frères musulmans. Hein, si vous lisez les textes fondateurs de ce Hassan Banna, pour lui, la péninsule ibérique est musulmane, il faut la libérer. Sur Oumma Télé, ou Oumacom à l'époque, j'avais fait une intervention, pourquoi on veut détruire la Syrie. Alors je vous dirais, c'est tout simple. Pour reprendre ce qu'a dit monsieur, peut-être parce que la Syrie n'a pas signé de paix avec Israël. Ça, c'est une des raisons. Et qu'il fallait résoudre ce problème avec Israël. Parce que qui dit la Syrie n'a pas signé de paix avec Israël, sous-entend également le Liban. Et il y a l'existence du Hezbollah. Le Hezbollah, tout le monde sait, c'est un développement du croissant chiite encouragé par le père Assad, qui a été suivi après par l'Iran, voyez-vous, et qui représente un danger réel pour Israël, parce que les missiles dont dispose le Hezbollah, il suffit qu'il les balance sur des usines chimiques au nord d'Israël, je dirais même, bon moi, vous me direz, vous êtes bien renseigné apparemment, au nord d'Israël, il y a également des établissements nucléaires. Dimona, non, Dimona est dans le sud. Non, je sais de quoi je parle. Parce que vous voyez, dans l'industrie nucléaire, là, on ne va pas entrer dans des détails, il faut de l'eau. Ah, il faut de l'eau. Et l'eau est au nord. Et les Israéliens sont assez intelligents, même plus qu'intelligents, pour exploiter l'eau du Golan et l'eau du Liban. Vous voyez, donc, ça c'est le premier point. Second point, la Syrie est un pays laïque. Il a essayé d'être laïque. Il ne l'était pas à 100%, du moins dans les intentions. Ce laïcisme déplaisait à des forces de la région qui ont lutté contre Nasser, qui était laïque. Nasser était laïque. Souvenez-vous de sa vidéo, enfin, quand il a dit « On me demande de voiler. Est-ce que la fille du doyen d'Al-Azhar, il arrive à la voiler, sa fille ?» Donc, alors, arrêtez avec cette histoire de voile, vous voyez. Tout notre malheur vient au Proche-Orient de la défaite de Nasser contre Israël en 67. Parce que c'était une défaite de tout un système laïque, socialiste, nationaliste. Il y avait beaucoup de gaullisme chez Nasser, vous voyez. Et là, comme il a perdu 67, et on y est pour beaucoup, hein, parce qu'on aurait pu apaiser Israël et leur dire, mais c'est du bluff, il ne vous fera pas la guerre, il n'a pas les moyens. Hein. Mais là, l'Occident a laissé faire Israël. Nasser a perdu. Quand il a perdu, tout le monde musulman a retrouvé un islam pur, dur, pas indulgent, simpliste. C'est les frères musulmans et les wahhabites qui ont occupé le terrain, investi tout l'imaginaire religieux de ce monde arabo-musulman. Et c'est ça notre drame. Donc, dans ce tableau, il restait un pays. Et s'il n'y avait pas d'Alaouites, ou de Druzes, ou de chrétiens, ou de Kurdes, ou d'Arméniens, toutes ces composantes du peuple syrien,
qui sont du reste les composants du peuple libanais et d'autres, de toute la région. Vous croyez, mais, avant la création d'Israël, la Palestine avait aussi toute cette mosaïque d'ethnies et de religions, même plus d'autres religions, puisque on a d'autres religions où les sanctuaires sont en Israël et ne sont plus dans le monde arabo-musulman. Donc détruire la Syrie, et puis il y a la notion de l'État-nation. Il ne fallait plus d'État-nation. Là, les gens ont joué un jeu de certains Israéliens néoconservateurs et très religieux. C'est-à-dire, il faut que ce Proche-Orient soit fondé sur des États où la confession joue beaucoup. On ne veut pas de mosaïque d'ethnie. Hein? Pourquoi, selon vous, il y a des gens qui revendiquent la judaïté d'Israël dans le système politique? Ceux qui s'opposaient vraiment aux fondateurs, qui n'étaient pas religieux du tout, hein, d'Israël. L'histoire d'Israël est très complexe. Et moi, je vous dis, je déplore. Vous savez, combien de fois, moi j'ai dit, je suis fier des Juifs syriens. Vous savez qui est Juif syrien, et ici on ne le sait pas? Émile Benveniste, le grand linguiste. Il est d'Alep. La Bible massorétique, la première Bible massorétique, c'est-à-dire avec des points diacritiques, elle vient d'Alep. Hein? Le nombre de synagogues en Syrie, hein? Sur Doura Oropos, sur l'Euphrate, 1er siècle, hein? On a la première figuration humaine, représentation humaine d'Abraham et des anges de la Bible, dans toute l'histoire du judaïsme. Vous voyez, détruire la Syrie, c'était vraiment régler beaucoup de problèmes pour les États-Unis, pour l'islamisme, pour Israël, pour l'Europe. Maintenant, quand vous parlez de la Syrie, qu'on était dans le collimateur de la France après le Drakkar, je vais remonter plus loin. Vous avez parlé des Druzes. Vous savez quelle est la plus grande défaite française en Syrie et où elle a eu lieu? Dans le défilé du pays des Druzes avec le général Michaud. Son armée a été massacrée par les révolutionnaires arabes druzes de l'époque. Parce que le premier qui a fait le premier texte en littéraire discours contre les Français, c'est l'Atrash, c'est le sultan des Druzes. Et l'école syrienne lui reconnaît cela. Des parties de ce discours du général Atrash étaient enseignées, hein, à l'école, l'appel contre les Français. L'histoire de la France avec ça, c'est entre les deux guerres. Après le général Gouraud qui marche sur Damas. Et je vous rappelle, si vous en avez contre la Syrie, un petit détail de l'histoire qui n'est pas si détail que ça. La première ville bombardée au XXe siècle, ce fut Damas. Voilà, j'espère avoir. Alors les Druzes, ils sont plutôt, on a parlé d'une fédération pour les Druzes, mais vous savez, le pays des Druzes est un pays druze, chrétien et arabe. Il est très difficile, puis c'est vraiment une minorité. Les Druzes sont moins nombreux que les chrétiens. Les perdants de ce fédéralisme, ça peut être sans doute les chrétiens, parce qu'eux, ils étaient partout. Alors, où va être leur pays? Vous voyez, les Alaouites sont sur la côte, les Kurdes sont mais les chrétiens étaient partout. Alors, où est-ce qu'ils sont? Dans la nouvelle configuration. Vous voyez, c'est pour cela que je crois que les chrétiens resteront partout, du moins j'espère, hein, et ils seront actifs dans si jamais on arrive à une fédération. Mais qui va reconstruire la Syrie? C'est là où l'impunité se pose. La Syrie a déjà été démantelée par les Français. On a créé le Liban, le grand Liban, on l'a agrandi au détriment de la Syrie en lui donnant la Beka. On a donné Antioche et Alexandrette aux Turcs. On a donné Marrash, Anteb,
Kilis, Urfa, les grandes villes arméno-christano-arabes, hein, aux Turcs, avec les sources d'eau. Hein. L'eau est aujourd'hui vendue en Arabie Saoudite au prix du pétrole. Hein. Alors, comment voulez-vous qu'après les Syriens ne disent pas des Français qui sont complotistes et qu'ils ont comploté et qu'ils ont cassé ce pays-là, hein? Vous voyez, moi j'étais tout espoir quand la Syrie allait signer la paix avec Israël. On se ressemble tous dans la région, n'en déplaise à certains Israéliens qui se croient différents du reste de ce monde arabo-musulman. C'est pas vrai. Il y a combien de juifs séfarades qui ont vécu en paix dans nos pays, hein, arabo-musulmans. Moi, honnêtement, j'appelle tous les juifs à revenir, s'ils sont du monde arabe, dans le monde arabe. Et faisant de la Syrie, ce printemps arabe devrait être un printemps pour toutes les composantes de ce monde si riche. Il n'y a aucune raison. Et là, une paix avec Israël serait la bienvenue. Hein? Qu'est-ce qui empêcherait les Israéliens de donner leur technologie, leur savoir-faire aux pays voisins, dans une paix juste? Mais je ne crois pas que ce soit Netanyahou qui rêve comme moi. Dommage. Là où se trouvent les Kurdes en majorité, enfin, le plus grand nombre de Kurdes se trouve en Turquie. On est d'accord. Il y a près de peut-être 20 millions de sunnites et 4 millions de chiites. Certains vous diront, les 4 millions de chiites, il faut les mettre dans les 20 millions. C'est un peu comme les Coptes d'Égypte. Si vous êtes anti-Copte, vous dites qu'ils sont 5 millions. Si vous êtes pro-Copte, si je puis dire, vous allez dire qu'ils sont 30 millions ou 20 millions. En fait, vous savez, les statistiques, dès qu'il y a un problème de minorité, c'est à géométrie variable, hein, selon le point de vue. Alors, les Kurdes se trouvent essentiellement en Turquie. Comme la Turquie a été représentée comme un pays musulman moderne, laïque, modèle, croissance à 2 chiffres, tout ça c'était du mensonge. On l'a vu d'ailleurs. L'Europe hésitait à donner l'indépendance aux Kurdes turcs, alors qu'ils ont tous les moyens matériels de fonder un superbe État. Ils ont de l'eau, ils ont des sources minérales, ils ont du... Et surtout aussi que ces Kurdes ont occupé le pays des Arméniens, l'Arménie occidentale. Certains d'ailleurs, pas tous, il y a eu. Bon, maintenant il y a un rapprochement arméno-kurde. Mais, qui c'est qui a encouragé l'indépendance des Kurdes irakiens? C'est Kouchner. Hein? Et aujourd'hui, et Madame Mitterrand, qui est une vaillante des défenseurs des Kurdes. Alors, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'extraordinaire. Vous me direz, vous voyez, ils ne s'entendent pas, il n'y a pas de sentiment national. Parce que Barzani, pour vendre son pétrole et échapper à la tutelle de Bagdad, il passe par la Turquie. Alors, en quelque sorte, il trahit les Kurdes de Turquie. Parce que pendant qu'il vend son pétrole aux Turcs, les Turcs bombardent les positions kurdes en Irak. Il faut le faire, il faut le faire. Alors là, vous allez me dire, vous voyez, monsieur, il n'y a pas de sentiment national kurde. Je ne suis pas de cet avis. Des traîtres, il y en a partout. Et moi, je crois qu'il y a un sentiment national kurde, surtout en Irak et au Kurdistan turc. Vous allez me dire, vous voulez retirer les Kurdes de Syrie. Pas du tout. Vous savez, quand on interroge les chefs kurdes de Syrie, ils vous disent qu'eux ne cherchent pas l'autonomie, parce que le pays kurde syrien est très mélangé. C'est-à-dire, vous n'avez pas, il y a des chrétiens, il y a des arabes, il y a des turkmènes, il y a des arméniens. Alors ils se disent, pourquoi d'ailleurs le parti kurde qui a remporté
les élections, enfin plus de 10% en Turquie, c'était inspiré de ce modèle-là. Il y a pour la première fois un chrétien syrien qui est entré au Parlement turc, grâce aux Kurdes et à ce parti. Vous voyez? Donc, là, la position des Kurdes syriens, c'est que pourquoi pas une fédération? Parce que le pays kurde syrien est essentiellement chrétien. Les vieux royaumes syriaques, hein, qui ont été jusqu'en Inde, se sont devenus des royaumes pendant les croisés, hein, c'est le pays des Kurdes aujourd'hui qui est à cheval entre la Syrie et la Turquie. Vous me suivez? Donc, il faut que l'Europe, pour une bonne fois pour toutes, repense la Turquie. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à dire c'est un pays tampon, un pays ami, un pays musulman moderne, mais c'est pas vrai ça. En fait, vous voulez l'ingérence partout sauf en Syrie. L'ingérence. Vous voulez l'ingérence partout sauf en Syrie. J'ai bien compris. En tout, sauf en Turquie. Non, vous voulez l'ingérence partout sauf en Syrie. Non, non. L'ingérence, elle est partout sauf en Turquie, je vous répondrai. Parce que si on prend le principe du droit des peuples à l'autodétermination, pourquoi on n'organise pas en Turquie un référendum? Lui voulait nous faire la leçon, faisant un référendum en Syrie. Mais nous, on est prêts à faire un référendum. Et vous allez voir qu'Assad va gagner. Hein. Haut la main, parce qu'ils ont vu que c'était un complot. Même les sunnites. Sauf que, évidemment, les gens qui ont été achetés, ils sont grillés. Tous ces conseils nationaux, moi je leur ai dit, je leur ai conseillé à la télé syrienne il y a 2 jours, demandez le statut de réfugié en Arabie Saoudite. Puis ici, ce monsieur Hijab, d'ailleurs son nom est rigolo, il s'appelle Riyad, comme la capitale, hein, et Hijab qui veut dire voile. Alors, c'est un Riyad voilé, il est bien fait pour les Saoudiens, puisqu'ils cherchent la démocratie. Ils ont l'ex-premier ministre qui s'appelle monsieur Voile, Riyad, qui lui donne une fonction en Arabie Saoudite, et qu'on en finisse. Vous voyez? Donc, l'indépendance des Kurdes, oui, j'applaudis des 2 mains. Et là, j'invite les Kurdes d'Irak à revoir leur position vis-à-vis de leurs frères kurdes, que ce soit en Syrie, que ce soit en Turquie. Alors, venons aux Kurdes d'Iran. D'où tire Barzani, l'Irakien, sa légitimité face à son peuple? C'est qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'Iran, la famille Barzani a proclamé un État kurde. Et ils se sont réfugiés après en Irak. Et ça reste dans l'imaginaire du peuple kurde que c'est les Barzani qui ont donné ce nouveau souffle au peuple kurde. Vous voyez? Mais maintenant, il faut voir, il faut demander aux Kurdes d'Iran, est-ce qu'ils sont assimilés ou intégrés dans le système ou pas? Vous voyez? Que je sache, moi j'ai jamais mis les pieds à Téhéran, hein, que je sache, d'après ce qu'on lit, c'est qu'il n'y a pas que les Kurdes, il y a des Juifs iraniens qui sont, soi-disant, bien intégrés, hein, qui sont représentés au Parlement, qui sont... Aujourd'hui, oui. Il y a un député juif au Parlement iranien. Non, mais je vous dis, parce que, vous voyez, si vraiment l'Iran était le pays qu'on nous représente ici, il n'y aurait pas tous ces gens-là au Parlement, parce que l'Iran respecte un pacte prophétique. Mahomet a donné la protection à toutes les minorités. C'est pour cela que les Marocains, j'ai été repris dans ma vidéo en expliquant le commandeur des croyants. Moi, j'ai expliqué ça du point de vue musulman. Que veut dire le commandeur des... J'ai été repris par des Marocains. Ceux qui croient. Attendez. Oui, voilà. Que pour nous, Marocains, le commandeur des croyants, c'est tous ceux qui croient. Donc, il est roi aussi, commandeur des croyants, des Juifs, mais il n'y a pas de chrétiens au Maroc. Mais des Juifs marocains. Ça me choque un peu quelque part. Vous savez pourquoi? Si je vous dis que moi je suis athée,
Alors, qui me commande là, hein? C'est là, c'est-à-dire il faut quand même arrêter avec ça, jouer avec les termes. Commandeur des... Vous voyez, moi je crois qu'à la citoyenneté.